Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agit de la vidéo que je préfère tourner comme consommer sur les autres chaînes, à savoir mes meilleures lectures de l'année. J'ai eu énormément de bonnes lectures en 2021. C'est vrai que ça a été une année très propice à la découverte de super bouquins. Malheureusement, je ne peux pas vous parler de tout, bien évidemment, donc j'ai fait une petite sélection. Si j'ai le temps et que je prends pas trop de temps pour vous présenter des romans, je vous présenterai également les mangas et les graphiques qui ont marqué cette année pour moi. Les romans que je vais vous présenter ne sont classés ni par ordre de préférence ni par ordre chronologique de lecture. Je les attrape au fur et à mesure et puis on verra bien. Voilà. J'ai évidemment fait ma sélection dans ma bibliothèque au préalable. J'ai contrôlé sur Instagram que ce soit bien les livres que j'ai lus en 2021 et donc voilà, c'est parti. Je vous ai donné, je pense, toutes les indications nécessaires. Le premier livre dont je vous parle, je ne m'étendrai pas très longtemps dessus puisque je vous en ai parlé tout récemment. Il s'agit de Sous ta peau, le feu de Séverine Vidal. C'est un ouvrage qui est paru pour la rentrée littéraire de septembre chez les éditions Nathan. Dans ce livre, on suit Ange qui a 17 ans et qui souhaite marcher sur les pas de son père qui est médecin. Une maladie ravage l'Europe à cette époque-là. Alors je ne me souviens plus si c'est la peste ou autre chose, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, il y a cette maladie qui se propage et qui fait un nombre de victimes incalculable. Et Ange va vouloir aider son père et l'accompagner. Sauf qu'un jour, lors d'une des visites de son père, Ange va rencontrer Eden, une jeune fille qui a tout perdu puisque la majeure partie de sa famille a été décimée par la maladie. Il ne reste plus que sa mère, elles vivent tous les deux dans une espèce de manoir ou de château, je ne sais plus. C'est une famille assez aisée de base. Voilà, et donc là, cette rencontre avec Eden va marquer un tournant dans la vie d'Ange et je ne vous en dis pas plus. J'ai adoré ce récit. Je l'ai trouvé d'une justesse et d'une finesse dans la mise en place de la psychologie des personnages qui était très intéressante. Les rapports entre les personnages sont très forts également, très intéressants une nouvelle fois. Je trouve que ça explore les problématiques adolescentes avec beaucoup de douceur, beaucoup de finesse et c'est brillamment fait. L'écriture de Séverine Vidal porte divinement les messages qui veulent être portés. C'était très beau, c'était vraiment magique en fait. Je vous recommande vivement de vous lancer dans Sous ta peau le feu. Je sais que ce livre n'a pas été reçu de la même façon par tout le monde. Pour ma part, j'en attendais rien du tout et j'ai été très agréablement surprise. Je trouve, c'est très personnel, mais que la thématique est bien abordée, que c'est joliment fait. Je ne vous en dirai pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler bien évidemment. Mais voilà, je peux que vous recommander cette lecture qui a vraiment marqué mon année 2021. Encore un ouvrage lu en fin d'année, il s'agit de Cette nuit-là d'Aurélie Massé, publié chez les éditions Slalom. Il s'agit d'une de mes toutes dernières lectures. Lecture qui m'a complètement brisé le cœur. Je me suis vraiment retrouvée détruite en fait à la suite de cette lecture. Dans ce récit, on suit un groupe d'amis qui est au lycée dans les années 2000. Ça, c'est une chose que j'ai adorée parce que mon côté nostalgique a retrouvé beaucoup de références de ces époques lycée, bien que je n'ai pas été au lycée en 2000, évidemment. Mais c'était très agréable de retrouver plein de références musicales, plein de références vestimentaires, plein de références même dans les mots qu'emploient les personnages. Donc on suit un groupe d'amis qui, je vous dis ça avec le sourire, mais ce n'est pas drôle du tout. On suit un groupe d'amis qui va voir sa vie complètement basculer suite à une soirée durant laquelle l'un d'eux va se confier un secret terrible qui va complètement bouleverser tous les protagonistes de l'histoire. Et nous, en tant que lecteurs, on est complètement saisis aux tripes en fait par cette révélation qui est glaçante, vraiment. Ce livre, il est terrible, il est d'une difficulté. Je dis pas ça pour plaisanter. Il y a beaucoup de livres qui versent un petit peu dans la sensiblerie. Là, non, là, on touche non seulement à un sujet très délicat, très difficile et abject, clairement, mais c'est vraiment très bien fait. Je peux que vous inviter à découvrir ce livre si vous vous sentez prêt. Par contre, je ne veux pas vous spoiler ici, mais n'hésitez pas peut-être à vous rendre sur le site des éditions Slalom pour savoir quels sont les triggers lors de la lecture de ce livre, parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont insoutenables en fait, et je pense pas que ce soit une lecture à mettre entre toutes les mains. Personnellement, je l'ai adoré, j'ai entendu énormément d'avis positifs sur ce livre, mais je ne le recommanderais clairement pas à tout le monde. Un dernier petit mot sur la plume d'Aurélie Massé que j'ai trouvé très poétique et très belle. Au début, j'étais un petit peu sceptique parce que je trouvais que les mots employés n'étaient pas ceux du vocabulaire des adolescents et ça me sortait un petit peu de ma lecture. Et puis finalement, plus le temps avançait, plus je tournais les pages et plus je me disais, enfin plus j'étais conquise en fait par cette plume. Je vous invite vraiment à en faire la découverte si vous vous sentez prêt et comme je vous le disais, en vous renseignant peut-être au préalable sur le site des éditions Slalom concernant les thématiques de ce livre.
Deux titres sur lesquels je vais très vite passer puisque je vous en parle tout le temps. Il y a ici le tome 3 d'Akotaro de Sarah Jimas que j'ai découvert cette année. Oui, je l'ai découvert extrêmement tardivement, mais voilà, ça a quand même été un plaisir extrême comme d'habitude. J'allais vous montrer tout de suite le second, mais j'attends 2 petites minutes. J'ai relu la saga dans son intégralité, en tout cas tout ce qui était sorti au moment où je me suis relancée. Je crois que j'ai repris ma lecture cet été, il me semble. Toujours aussi contente de retrouver la cour de la nuit, de retrouver Feyre, de retrouver Rhysand, de retrouver Cassian, de retrouver tout le monde. En fait, c'était vraiment génial, c'était drôle, c'était touchant, c'était émouvant. Ce livre, il fait passer par tout un éventail d'émotions et c'est divin, parfait, merveilleux. La traduction est super cool, c'est très agréable à lire. Le seul petit bémol dans ces éditions, c'est le poids des livres. Mais en dehors de ça, le prix aussi, hein, parce que 21,90 € quand même. Mais voilà, vous allez passer un pur moment en vous lançant dans cette saga si vous le faites et que vous ne l'avez pas encore fait. C'est, je pense, ma saga fantasy jeune adulte favorite. Je la mettrai pas du tout en adolescent, celle-ci. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont problématiques à l'intérieur. Je l'adore en fait, tout simplement. Je trouve que cette saga est géniale. Voilà, je peux que vous recommander de foncer et je ne vais pas vous en dire plus parce que je m'épanche toujours beaucoup trop sur les livres de Sarah Jimas. La saga suivante dont je vous parle systématiquement et que j'ai lu ou relu cette année, je ne me souviens pas. Je sais que mes chroniques datent en tout cas de cette année, mais je ne sais pas si c'était ma découverte ou si c'était une redécouverte, parce qu'il me semble que j'ai relu le tome 1, donc voilà. Et je n'ai pas trop le tome 1, donc je vous montre le tome 2. Évidemment, Le Prince Cruel de Dolly Black. Donc ici, le tome 2, Le Roi Maléfique. Cette saga, je l'ai tellement aimée que, tome 2 terminé, j'ai dû commander le 3 en VO. Et j'ai fait la lecture en VO alors que mon niveau d'anglais n'est clairement pas exceptionnel. Malgré cela, j'étais tellement motivée, j'avais tellement envie de comprendre et de connaître la suite de l'histoire de Jude et Cardan que je me suis lancée sans grande difficulté finalement, aussi grâce à NJ d'un livre en hiver avec qui j'ai fait toutes ces lectures en lecture commune. Mais voilà, enfin, toujours un immense plaisir. Là aussi, en fait, juste avant, je vous ai dit qu'Akotar était ma saga de fantasy favorite. Je pense que celle-ci est soit juste en dessous, soit au même niveau. Là, je vais la relire lors de la sortie du tome 3, donc je pourrais vous en dire plus. Mais en tout cas, foncez, quoi. Je sais que le tome 1 est un petit peu longué. Il y a beaucoup de personnes qui se sont ennuyées dans la première partie. Mais cette saga est trop bien. Elle est juste trop bien. Une autrice devait nécessairement se trouver dans ce top, bien évidemment. Il s'agit de Joanne Richoux avec ici Tadrier, qui est un tout petit livre paru chez Actes Sud Junior, qui sent toujours divinement bon puisqu'il m'a été dédicacé à Montreuil et que Joanne Richoux parfume ses livres lors des dédicaces. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré retrouver la plume de l'autrice que je trouve absolument sublime, merveilleuse, intelligente, douce et parfois percutante aussi. Bref, pour moi, c'est vraiment une artiste en fait, tout simplement. Joanne joue avec les mots, elle le fait incroyablement bien et nous, en tant que lecteurs, on ne peut que être séduits par ce jeu de la langue en fait, tout simplement. Dans Tadrier, on retrouve les thématiques chères à l'autrice. Donc, on suit un adolescent qui est assez chamboulé, on va dire, qui est fou, amoureux et qui va nous exposer un petit peu ses sentiments et ce qu'il vit. Voilà, je n'ai pas envie de vous en dire plus parce que le roman est extrêmement court, mais ce sont des thématiques qui sont toujours très chères à Joanne et qu'elle exploite toujours divinement bien. Et cet ouvrage ne fait pas exception à la règle, il est absolument sublime et génial. Il est au prix de 9,80 € et je trouve que c'est une alternative pas mal peut-être pour découvrir cette plume. Je vous conseillerais celui-ci ou PLS peut-être pour vous lancer dans quelque chose d'un peu plus court. C'est juste, comment on pourrait dire, un petit amuse-bouche avant de se lancer dans les romans. Et je vous parle justement d'un de ces romans. Il s'agit de Virgile et Bloom paru cette année, toujours chez Actes Sud Junior. Dans cette histoire, on est dans quelque chose de complètement différent puisque Joanne va explorer la dimension fantastique avec notamment Virgile qui est un vampire et Bloom qui va tomber amoureuse de ce garçon. Ce roman était tout bonnement drôle, original, j'ai adoré voir Joanne dans un autre registre et c'est toujours aussi maîtrisé, toujours aussi bien fait. C'est vraiment du travail d'orfèvre. Je ne peux que vous recommander de vous plonger dans ces romans-là qui sont toujours des romans riches en émotions. Clairement, ce que je peux vous assurer à 1000%, c'est que quel que soit le roman de Joanne dans lequel vous vous lancez, vous allez être chamboulé. Voilà, sachez-le, c'est, je dirais, un petit peu une condition sine qua non à la lecture des livres de Joanne. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'aime avoir quelque chose qui me marque presque au fer rouge dans mes lectures. Et c'est ce qui se passe avec toute l'œuvre de Joanne Richoux.
Je vous le recommande donc vivement, celui-ci, tous les autres. Mais voilà, cette année, en l'occurrence, les deux que j'ai découverts, c'est Davrier, Virgile et Bloom. Et le reste, je ne peux pas vous en parler. Mais voilà, sachez que ces romans-là, je les adore. Je les adore, tout simplement. En tout début d'année, j'ai eu la surprise de découvrir Rose Rage de Ilana Quentin, publié chez les éditions Hachette. Je n'attendais rien de ce roman. Je ne savais pas vraiment de quoi ça parlait. Je savais qu'il y avait un positionnement et un engagement féministe, mais je ne savais pas comment ça allait être fait. Très souvent en jeunesse, je trouve qu'on effleure la thématique et que donc malheureusement la dimension réflexive en est amoindrie. Là, c'était pas le cas. Vraiment, ce livre a été un énorme coup de cœur pour ça. Je pense que c'est le meilleur ouvrage jeunesse que j'ai lu sur la question du féminisme, puisqu'on suit une jeune lycéenne qui va découvrir ces questions-là, s'interroger. Elle travaille au journal du lycée et elle va vouloir prendre position en fait et s'opposer à la dictature patriarcale qui sévit dans son établissement comme partout dans la société. Et elle va le faire avec un aplomb, une ferveur et avec beaucoup d'émotion aussi. C'était génial. Et ce livre arrive à prendre des questions sociologiques très importantes et très difficiles, à les tourner dans un sens tout à fait accessible à un jeune public et à un jeune lectorat, et à y répondre de façon tout à fait correcte, convenable, sans pour autant attiser la haine ou amener les femmes à réfléchir de façon en rupture, je dirais, avec l'homme. Là, bien au contraire, il y a cette volonté de marquer la volonté et le dynamisme dans lequel s'inscrit cette jeune fille dans un féminisme très puissant quand même. Alors, je me rends bien compte que ça ne veut rien dire de vous dire un féminisme puissant, mais tout du moins, elle a une démarche qui est particulièrement militante. Et en fait, c'est très bien fait, il n'y a pas du tout de mauvaise image du militantisme, bien au contraire. Bref, c'était super, je vais pas m'étendre 10 ans pour vous résumer ce livre-ci, mais je l'ai tout bonnement adoré. J'ai trouvé que Rachel, donc la protagoniste principale, était tout à fait fidèle à ce qu'on peut imaginer d'une jeune fille qui se pose des questions sur le féminisme, là en l'occurrence. Bref, c'était très bien fait, j'ai adoré ce livre, je vous le recommande vivement. Ça a été, je crois, mon premier coup de cœur de l'année 2021. Un dernier ouvrage de jeune adulte, ici je vous parle des Nouvelles Vagues d'Arnaud Catherine. Arnaud Catherine, c'est ma redécouverte de cette année. J'avais lu Romance il y a maintenant 2 ans. J'étais restée un petit peu sceptique, bien que la plume m'ait déjà complètement conquise. Les mots d'Arnaud Catherine sont tous pesés, mesurés, c'est magnifique. On a l'impression que tout est parfaitement à sa place, en fait, que les phrases ne pourraient pas être dites autrement. C'est vraiment pareil. Un petit peu comme ce que je disais sur Joanne, c'est vraiment du travail d'orfèvre. Pour moi, c'est des auteurs qui maîtrisent tellement la langue que quelle que soit l'histoire qu'ils veulent nous raconter, on est forcément pris aux tripes parce que tout est fait avec une proximité avec les sentiments réels qu'on peut ressentir qu'on est juste embarqué en fait. Pour moi, c'est une des grandes forces d'Arnaud Catherine, ça et les descriptions toujours plus intenses et toujours plus fortes du sentiment amoureux, mais du sentiment amoureux contrarié. Vraiment, c'est divin. Il est très difficile de vous parler de ces auteurs qui me mettent vraiment dans un état presque second, puisque après la lecture des Nouvelles Vagues, je n'avais plus envie de lire en fait. J'avais déjà lu quelque chose qui m'avait tellement conquise, qui avait tellement pris une place dans mon cœur que j'avais plus de place simplement. C'était tellement, tellement, tellement bien. Donc là, ici, comme je vous le disais, on est encore dans une relation d'amour extrêmement contrariée. Et c'est très très bien fait. Et oui, c'est une histoire d'amour adolescente. Oui, ce roman est publié dans la collection R, mais n'importe qui peut le lire. Ça ne s'adresse pas seulement à un public adolescent ou jeune adulte. Je pense que tout le monde peut se laisser séduire par la langue d'Arnaud Catherine et je vous invite vivement à vous laisser séduire. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai adoré les Nouvelles Vagues et que ça m'avait fait du bien parce que j'étais à un moment de l'année où pour le coup des bonnes lectures j'en faisais plus trop. J'en ai fait énormément en fin d'année. Mais milieu d'année, j'ai vraiment passé un sale moment, je vais pas vous mentir. Ça a été très difficile et d'ailleurs je lisais peu de ce fait-là. Mais voilà, franchement, pour ce genre... En fait, ça vaut le coup d'être lecteur, ne serait-ce que parce que des livres comme ça existent, en fait. Parce que vraiment, ça change un petit peu notre façon de voir les choses. J'ai encore des phrases qui résonnent dans ma tête de ce livre-là, alors que je l'ai lu en juillet, je crois. Donc vraiment, je vous le recommande vivement. Dans un tout autre registre, je bascule maintenant sur des lectures un peu plus flippantes, on va dire, puisqu'il me reste 3 Stephen King à vous présenter et un autre ouvrage, à savoir celui-ci, Les Ruines de Scott Smith, publié ici chez Michel Lafon, donc en grand format. Ce livre n'est plus édité, donc vous pouvez le trouver seulement d'occasion s'il vous tente. J'ai fait une chronique récemment sur Instagram, donc je ne vais pas m'étendre. Je vous en ai également parlé dans mon dernier point lecture, spécial lecture horrifique. J'ai adoré ce livre tant pour son ambiance que
pour le rythme que pour les personnages. J'ai trouvé qu'on sortait vraiment des sentiers battus, qu'il y avait quelque chose de complètement différent. On est littéralement dans un huis clos à l'extérieur, ce qui est très surprenant, qui est aussi extrêmement anxiogène. On est aussi dans un climat que je ne connais pas du tout et que je n'ai jamais fréquenté. Le climat vraiment tropical, avec la végétation hyper luxuriante, avec l'humidité, avec toutes ces choses finalement avec lesquelles je suis assez peu familière. Et je dois dire que c'était incroyablement bien décrit, bien réussi. J'ai été complètement happée par ce roman. J'ai été profondément dérangée par certains passages. J'ai trouvé qu'il faisait peur. J'ai trouvé que l'ambiance était glaçante. Et c'était génial. Donc je ne peux que vous le recommander une nouvelle fois, bien que je l'ai déjà fait dans la dernière vidéo. L'année 2021 a bien évidemment été ponctuée par la lecture de certains Stephen King et notamment par la lecture du premier tome de ça que j'ai faite en audio. Cette lecture, elle a été laborieuse parce que, je vous l'ai déjà expliqué il me semble, lire ça, c'est plus judicieux à mon avis que d'écouter ça, surtout pour le premier tome. Parce qu'il y a énormément de personnages, il y a vraiment une explosion de noms, de prénoms, de noms de villes, de lieux, et en fait on est complètement enseveli en fait sous toutes ces informations, alors que à la lecture je pense qu'il est beaucoup plus facile de mémoriser et de s'approprier un petit peu les éléments que Stephen King met en place. Alors c'est très personnel, moi ma mémoire fonctionne certainement plus de façon visuelle qu'auditive, mais voilà, c'est le seul bémol que j'ai trouvé à cette lecture-écoute, puisque sinon j'ai trouvé que ce roman était incroyable, je l'ai trouvé hyper flippant, je l'ai trouvé hyper original, j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas du tout stéréotypés non plus. On est dans un Stephen King qui prend son temps, donc si c'est la partie de King que vous n'aimez pas, vous serez peut-être pas fan du premier tome parce que effectivement, on prend notre temps. Moi j'adore ça, j'adore quand Stephen King met son talent d'écrivain dans les longues descriptions des petites villes aux États-Unis, dans le Maine, j'adore ça. Mais je comprends que ça puisse déplaire. Et bien voilà, les deux tomes font du coup 790 pages chacun. Du coup, j'imagine, il me semble que le 2 fait la même taille. Voilà, sachez qu'on est sur du King qui prend son temps, mais ça vaut le coup, c'est vraiment un classique et je comprends pourquoi, parce que j'ai vraiment passé un super moment avec ce récit. J'ai eu énormément d'empathie pour les personnages aussi, ce qui m'a beaucoup surprise parce que j'ai pas toujours beaucoup d'empathie pour les personnages de Stephen King, mais là, voilà, j'étais très attachée à eux et j'étais un peu triste de les quitter, mais je vais bientôt les retrouver dans le second tome que j'écouterai aussi certainement. Et je pense qu'après je les lirai format papier, enfin en livre, je les lirai véritablement pour peut-être faire une expérience différente en fait, simplement parce que là j'ai l'impression d'être passée à côté de pas mal de choses malheureusement. Un autre Stephen King que j'ai adoré cette année, il s'agit du recueil de nouvelles Minuit 2. Petit recueil, non pas par sa taille, mais par le nombre de nouvelles qu'il contient, puisqu'il y en a seulement deux, à savoir Les Langoliers et Vue sur Jardin. Pardon, Vue imprenable sur Jardin secret. Donc la première nouvelle, c'est Les Langoliers. Je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup. Je peux juste vous dire qu'on va suivre un groupe de rescapés d'un vol. En gros, un certain nombre de passagers survolent les États-Unis. Ils s'endorment et lorsqu'ils se réveillent, ils sont 10, il me semble. Tous les autres passagers ont disparu en fait. Donc l'avion survole les États-Unis, mais il n'y a personne aux commandes, il n'y a personne dans l'appareil, hormis ces personnes qui viennent de se réveiller. Et donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, puisque qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces personnes se sont volatilisées? Puisqu'on sait qu'elles se sont volatilisées. Elles ont notamment laissé là leurs bijoux, leurs pacemaker, en fait tout ce qui ne fait pas partie intégrante de leur corps, on va dire. Mais eux ne sont plus là, ils se sont volatilisés en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est un petit peu la question à laquelle va tenter de répondre la nouvelle des Langoliers, qui est vraiment, vraiment, vraiment très inquiétante. Et la seconde, je l'ai également beaucoup aimée. Je sais qu'elle fait un peu plus débat et que certaines personnes ont été moins conquises parce qu'elle prend son temps, ce qui est vrai. Moi, j'ai beaucoup apprécié, encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup le King qui prend son temps. Dans Vue imprenable sur Jardin secret, on suit un homme qui est écrivain et qui va recevoir la visite d'un autre homme un jour qui va lui dire qu'il lui a tout bonnement volé son travail et volé une de ses nouvelles. Et je vais pas vous en dire plus parce que bien évidemment avec Stephen King il y a des premières grilles, des deuxièmes grilles, des troisièmes grilles de lecture avec des événements qui se débloquent au fur et à mesure et finalement on se rend compte que tout ça c'est une toile parfaitement tissée où nous en tant que lecteurs on se retrouve complètement prisonniers et sur les fesses lorsqu'on a les révélations finales. C'est parfaitement maîtrisé, c'était super, enfin c'était trop génial, j'ai adoré ce recueil de nouvelles et c'est pour ça qu'il est dans ce top.
Et enfin, ma dernière meilleure lecture de 2021 en matière de roman en tout cas, il s'agit de Shining de Stephen King, qui est certainement ma meilleure découverte de Stephen King de cette année. Mais je suis pas persuadée parce que c'est un petit peu en bisbille avec ça quoi. Vraiment, je saurais pas lequel choisir, j'ai adoré les deux. Je pense que vous connaissez tous l'histoire de Shining pour avoir vu le film de Stanley Kubrick, mais si je dois vous faire un rapide résumé, on va suivre la famille Torrance qui part s'installer dans un hôtel complètement perdu au milieu de la montagne et qui va donc devoir rester toute une saison, à savoir la saison hivernale, seul à garder l'hôtel. Mais lorsque le père est reçu pour son entretien d'embauche, lorsqu'il est embauché, on le prévient voilà, qu'un certain nombre de choses assez horribles se sont produites dans cet hôtel. Et voilà, nous on va suivre un petit peu cette histoire. À savoir que la grosse différence avec le film de Kubrick est que Danny, donc le petit garçon de la famille Torrance, a une place toute particulière et extrêmement importante dans le récit. Alors c'est le cas dans le film, on voit que Danny a un don assez particulier. Là, le don de Danny est vraiment au centre du récit et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que du coup le roman est d'autant plus fantastique et d'autant plus surprenant. C'était génial. Alors là, pareil, on est dans une atmosphère absolument glaçante. On est vraiment dans quelque chose qui peut pas vous laisser indifférent, c'est pas possible. Déjà, là, on est à la différence de ça où je vous disais qu'il y avait des longueurs. Là, le roman est certes gros, mais il se passe tout le temps quelque chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que c'est ce qui fait que j'avais regardé un petit peu les classements sur Sens Critique, sur Babelio, tout ça. Et Shining est très souvent bien, bien classé dans les romans de Stephen King. Je dis pas le contraire, il est très bien. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis dans ce top. Mais je pense qu'il y a aussi ça qui fait beaucoup, c'est qu'on est sur un King plein d'action. Il n'y a pas du tout de longueur, voilà. Donc sachez-le si vous cherchez un King sans longueur. En tout cas, je suis très contente de m'être lancée. Je l'ai saisi comme ça un jour dans ma bibliothèque en me disant tiens, j'ai bien envie de lire Shining. Et ça a été, terriblement bien. Voilà, donc je peux que vous le recommander. Je vous laisse avec deux petites recommandations graphiques tout de même. J'ai vraiment essayé de minimiser de réduire considérablement ma liste de graphiques parce que j'en avais sélectionné pas mal. Notamment cette année, j'ai découvert La Gameuse et son chat, qui est une saga manga qui parle d'une jeune fille qui adopte un chat et que j'ai adoré, que j'ai trouvé vraiment très très mignonne. J'ai également adoré cette année découvrir Les Carnets de l'apothicaire chez Kyun avec des dessins somptueux qui traitent du coup d'un espèce de Japon médiéval où une jeune fille va venir un petit peu faire des enquêtes à la Sherlock Holmes, enfin, vraiment trop trop bien. J'ai aussi découvert Une touche de bleu chez Glénat, qui est un shoujo hyper classique mais vraiment très réussi, qui m'a réconfortée, qui a été une petite lecture doudou quand j'en ai eu besoin. J'ai ensuite lu chez Dupuis Les Sœurs Grémillet, les 2 tomes que j'ai adorés et qui étaient vraiment géniaux. J'ai continué ma découverte d'Olive aussi chez Dupuis qui était sublime. J'ai aussi lu Nelly Bly que j'ai eu le plaisir de découvrir grâce à un roman graphique somptueux dont je vous mettrai des photos. Mais voilà, cette longue liste pour vous dire finalement que j'ai choisi de vous parler seulement de 2 romans graphiques. Et après, c'est fini, je vous laisse tranquille, mais il me fallait absolument que je vous parle de ces 2 romans graphiques. Le premier, c'est Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Cet ouvrage, je l'ai découvert là en fin d'année, il y a quelques jours en réalité. Mais alors, ça a été une claque. J'avais déjà lu Le Patient il y a quelques années lorsqu'il est sorti, j'avais adoré. Mais celui-là, il est incroyable. Dans cette histoire, on suit Lubin qui, en fait, se rend compte un jour qu'il a sauté un jour. Il y a un jour de sa vie dont il ne se rappelle pas. Donc il ne peut pas justifier d'où il était, ce qu'il faisait, avec qui, pourquoi, comment, ce jour-là tout bonnement disparu. Et petit à petit, les jours avançant, il va se rendre compte que ça arrive de plus en plus souvent. Donc, il va donc dans un premier temps se poser la question d'où passent ces jours et il va se rendre compte qu'ils ne disparaissent pas tout à fait puisque quelqu'un prend sa place ces jours-là. Ce quelqu'un a la même apparence physique que lui, mais c'est comme si leur corps était en garde alternée. Donc un coup un coup on a Lubin conscient de ce qui se passe et un coup on a quelqu'un d'autre en fait. Voilà, tout simplement. Et je vais pas vous en dire plus, mais c'était génial. C'était vraiment, enfin, en fait, ça parle de génial parce que ça aborde des questions un petit peu de psychiatrie et c'est fait avec beaucoup de justesse et c'est surtout incroyablement émouvant. Voilà, c'est un roman qui m'a fait pleurer. J'ai été complètement touchée. Les graphismes sont assez minimalistes, comme vous pouvez le voir.
Personnellement, j'aime beaucoup et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait déjà, comme je vous le disais, dans Le Patient. J'arrive plus à parler, c'est terrible parce que j'ai beaucoup trop parlé aujourd'hui. Il me reste son nouveau roman graphique à découvrir qui s'appelle 47 cordes et que j'ai dans ma palle. Mais j'ai adoré celui-ci, je vous le recommande très très vivement. Si je devais garder un graphique cette année, ce serait celui-ci. Et le second graphique dont je voulais absolument vous parler en cette fin d'année, il s'agit de l'année où je suis devenue ado. Il est dans ma bibliothèque, mais je ne sais pas si je l'ai prêté parce que je ne l'ai pas... Alors attendez. Alors non, je ne l'ai pas prêté, en fait, j'ai cherché un peu, je l'ai trouvé de suite. Donc c'est celui-ci, l'année où je suis devenue ado, de Nora Dasney. Alors, ce livre a un seul défaut, si vous voulez mon avis, c'est sa couverture. Je trouve que sa couverture est beaucoup trop rose, clairement. Je trouve que du coup, on exclut complètement un potentiel public qui pourrait s'attarder et vouloir découvrir ce livre. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vraiment un roman graphique. Moi, personnellement, quand on m'a proposé de le découvrir, j'avais dit non, justement parce que en voyant la couverture, je m'étais dit non, franchement, ça me donne pas du tout envie. Et quelle erreur, parce que finalement, bah, ça a été un énorme coup de cœur. C'est un de mes plus gros coups de cœur en graphique cette année, puisqu'on parle vraiment d'adolescence avec une justesse, là encore une fois, incroyable. On suit une jeune fille qui est au collège, qui est en 5e et qui va découvrir toutes les choses en fait que l'adolescence nous fait découvrir, qui va donc être perturbée, qui va se remettre en question, qui va réfléchir, qui va tomber amoureuse, qui va admirer, qui va se fâcher avec ses amis. En fait, on va suivre le quotidien, voilà, tout bonnement, d'une jeune fille de 5e. Et c'était vraiment... C'est très bien fait en fait, c'est très bien fait, très intelligent. Je pense que ça peut aider beaucoup d'ados et je pense que ça peut aussi parler à beaucoup d'adultes. Voilà, tout simplement. J'ai adoré, adoré ce livre. Les illustrations sont très très belles également. Je vais essayer de vous montrer quelques planches. Donc là, c'est peut-être pas représentatif de ce qu'on trouve le reste du temps dans le livre, mais voilà en gros à quoi ça ressemble. Et je peux que vous recommander de vous plonger dans cet ouvrage et de passer outre la couverture qui malheureusement ne reflète absolument pas la qualité de l'ouvrage. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que c'était pas très long non plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos livres préférés pour cette année 2021. Quel est, allez, on va dire, le titre que vous me recommandez absolument de découvrir pour l'année qui vient. Je vous remercie en tout cas d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très très bonne journée et une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.